Public Sénat. Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo au Parlement européen à Bruxelles. L'enquête de cette émission s'intéresse aux effets du bisphénol A sur la santé. Reportage entre Paris et Bruxelles avec des citoyens, des chercheurs et des industriels. Mais tout de suite l'actualité avec une question centrale. Quel avenir pour l'Europe? L'Europe sera-t-elle plus fédérale? C'est ce qui se joue actuellement avec peut-être une union des banques européennes. Face à la crise, les Européens ont trouvé la martingale. Ils vont faire l'union bancaire. Les risques seront désormais partagés par tous, les dépôts des épargnants garantis par un fonds européen et la surveillance des banques renforcée sous le contrôle strict du 35e étage de la tour de Francfort où siège l'auguste président de la Banque centrale européenne. Plus de défaillances, de faillites en série ni de déséquilibre monétaire grâce à plus de prévention, de précaution, de supervision. L'union bancaire, c'est la solution aux problèmes de la zone euro. Nous ne voulons plus que les contribuables payent. Les banques doivent payer pour les banques. L'union bancaire, c'est comme une fusée à 3 étages. Niveau 1, un gendarme européen unique surveillera directement les banques en lieu et place des autorités nationales de tutelle. Niveau 2, un système de garantie des dépôts sera mis en place. Autrement dit, si une banque fait faillite, ses clients récupéreront leurs avoirs à hauteur de 100 000 €. Niveau 3, le régulateur européen disposera de super pouvoirs pour régler les crises bancaires, par exemple ordonner une cession ou une fermeture d'activité. Bref, l'union bancaire, c'est le Big Brother de la banque. Alors l'union fait-elle vraiment la force ? Alors l'union bancaire, c'est ce dont on discute à Bruxelles et dans les capitales européennes actuellement. Nous sommes avec Jean-Paul Gauzès, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen français, vous êtes membre de la Commission des affaires économiques et financières ici au Parlement. L'union bancaire, en quelques mots, ça serait quoi? Qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait, si elle était mise en place, ça changerait le fait que, au lieu d'avoir un contrôle morcelé des banques, une responsabilité nationale, on ne pourrait avoir une responsabilité au niveau européen, à la fois, comme le dit votre reportage, en termes de supervision, en termes de garantie des dépôts. Mais je voudrais dire que derrière les mots, il faut chercher les réalités. Et aujourd'hui, on est en train de modifier ou d'envisager de modifier un système qui a été mis en place en 2010 sur la supervision bancaire. Et à ce moment-là, le Parlement voulait l'union bancaire. Voulait qu'il y ait des autorités européennes supranationales qui contrôlent, voulait qu'il y ait une garantie des dépôts, voulait qu'il y ait un fonds en cas de crise bancaire. À l'époque, les États n'en ont pas voulu. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont trouvé la martingale. Voilà. Mais juste deux petites questions là-dessus. La garantie des dépôts, elle existe. Il y a déjà une garantie. Bien sûr, la garantie des dépôts, elle existe d'abord en France, elle existe. Et il y a déjà une supervision. Et il y a déjà qui a été créée récemment. Il y a actuellement un texte en préparation sur la garantie des dépôts, avec des difficultés pour le mettre au point parce qu'il y a des discordances entre les pays, les volontés des pays. Quant à la supervision, il existe bien une autorité de supervision européenne, l'EBA, mais dont les États membres ont voulu que les pouvoirs soient très limités et dont les responsables ont été choisis de telle sorte qu'ils ne puissent pas faire d'ombre aux régulateurs nationaux. Or, aujourd'hui, on propose de faire ce que nous avions proposé il y a 2 ans. Et si cette union bancaire venait à voir le jour, est-ce que ça serait vraiment une solution à la crise? Je pense que, au niveau des banques, qui sont aujourd'hui des banques transfrontalières, les grandes banques, où il y a des risques et où il faut des contrôles, des supervisions intelligentes, ce dispositif est de nature à réduire le risque et à mieux le prévenir éventuellement. Et les dispositifs d'accompagnement permettraient de ne pas faire peser sur le contribuable. Mais quand on voit l'interview de Michel Barnier, c'est à propos de son fonds de résolution des crises bancaires, dont le texte est aujourd'hui en discussion. Donc les pierres pour faire cet édifice, elles existent. Alors, il s'agit maintenant de vouloir les ajuster. Juste pour comprendre, par exemple, on sait par exemple qu'il y a une banque en Espagne qui s'appelle Bankia qui est en difficulté. Donc je prends un exemple comme ça, si Bankia à l'avenir, après l'union bancaire, était en difficulté, ça veut dire que la Société Générale ou le Crédit Agricole pourrait voler au secours de Bankia? Ou c'est pas ça du tout? Ça veut dire d'abord que ça ne s'appliquera pas à Bankia, puisque le temps que les textes passent, le problème de Bankia, je l'espère, en tout cas, sera réglé. Mais ça voudrait dire que, premièrement, Bankia aurait été surveillée peut-être plus attentivement qu'elle ne l'a été par les régulateurs nationaux, que la perspective européenne a été prise. Ça voudrait dire aussi que les aides pour éventuellement recapitaliser Bankia
ou permettre à Bankia de faire face à ses obligations aurait pu être puisé dans un fonds de garantie et pas dans la caisse au niveau des États. européen et non pas dans la caisse des États. Est-ce qu'on y va vers cette union bancaire? Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis modérément optimiste. Je pense que c'est nécessaire de le faire. Je crains que la volonté politique ne soit pas là. Et ce que je regrette, c'est que l'Europe soit toujours au mieux réactive et pas proactive. Si nous avions pris si les chefs d'État et de gouvernement avaient suivi l'orientation du Parlement en 2010, aujourd'hui l'union bancaire serait pratiquement faite et en tout cas elle aurait pu déjà fonctionner. Or, nous traitons les problèmes une fois qu'ils se posent. Faut-il construire un hôpital avant que les gens soient malades ou est-ce que parce qu'on construit un hôpital, les gens deviennent malades? Je crois que c'est là le problème aujourd'hui majeur de l'Europe. Est-ce que vous croyez, c'est le grand débat actuellement, est-ce que vous pensez qu'on va aller vers ce saut fédéral que même les marchés, par exemple, appellent de leur vœu? Je crois que les observateurs attentifs voient bien que, avec la globalisation, la mondialisation et surtout dans le domaine de la finance, la taille nationale est trop petite, qu'il faut plus d'Europe, mieux d'Europe. Ça veut dire des abandons de souveraineté. Ça ne veut pas dire la création d'États-Unis d'Europe. Ça veut dire simplement admettre que dans certains domaines où une coordination est nécessaire, où un substrat financier est nécessaire, il faut plus d'Europe sous une forme fédérale. Est-ce que les opinions publiques y sont prêtes? Je ne le crois pas. Est-ce que les chefs d'État et de gouvernement sont prêts à faire cette espèce de révolution culturelle? J'aimerais que ça soit possible. Merci Jean-Paul Gauzès d'avoir accepté notre invitation. Plus d'Europe, c'est ce que vous avez dit. On va en parler dans un instant avec notre confrère Jean Quatremer, qui est le correspondant ici du journal Libération. Je vous propose de regarder tout d'abord ce qu'en disent les télévisions du monde, les télévisions européennes, mais également je vous propose de regarder ce que dit sur cette Europe fédérale, particulièrement la télévision taïwanaise. Regardez. Le sauvetage de l'euro doit intervenir en moins de 3 mois, c'est ce qu'a déclaré mardi Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, au cours d'un entretien avec une télévision américaine d'information continue. La zone euro est une union monétaire, mais il n'y a pas d'union politique ni d'union fiscale. Alors les Allemands sont fatigués de payer pour les 4 petits cochons, portugais, grecs, italiens et espagnols. Ils savent qu'ils ne rembourseront jamais leurs dettes. Vous avez parlé des États-Unis d'Europe, c'était le titre, comme je le disais tout à l'heure, d'un livre que vous avez écrit en 2007, Les États-Unis d'Europe. Vous pensez que vous verrez ça de votre vivant politique, oui, on va dire? Parce que en fait, ni Mme Merkel, ni M. Hollande, ni M. Sarkozy, ni tous les autres ont le choix. Sur la crise de la zone euro, Angela Merkel a répété que la consolidation budgétaire et la croissance sont les deux faces d'une même médaille. Elle reconnaît que l'Europe à 2 vitesses est déjà une réalité. Certains pays sont en mesure de faire l'union fiscale, d'autres en seront exclus, comme la Grande-Bretagne et le Danemark. Alors comme chaque semaine dans cette émission, nous recevons un correspondant ici à Bruxelles. Aujourd'hui c'est Jean Quatremer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant ici du journal Libération. L'Europe fédérale, on a envie de dire l'Europe, hein, il y a De Gaulle qui disait ça il y a quelques années. L'Europe fédérale, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir se produire ? De toute façon, là, il faut dire les choses très clairement, on n'a plus le choix. C'est-à-dire, c'est ou le grand saut vers l'Europe fédérale, ou le grand saut dans le vide. Mais les demi-mesures, le moyen terme, ce qu'on fait en fait depuis 3 ans pour essayer de régler la crise de la zone euro, ne fonctionne pas. Alors pourquoi? Parce que tout simplement les marchés, depuis 20 ans, n'ont jamais cru au projet euro de monnaie unique, parce que pour eux, une monnaie sans État, ça n'est pas possible. Il faut un État qui prenne des décisions, qui exerce la gouvernance budgétaire et économique. Pendant 10 ans, ça a fonctionné, tant bien que mal. Et la crise de 2008, donc la crise des subprimes, la crise de l'endettement public, a montré qu'effectivement, il n'y avait personne pour obliger un État à respecter sa parole, pour redistribuer entre les pays riches et les pays pauvres. Bref, il n'y avait pas de budget fédéral, bref, que l'Union européenne, en réalité, n'existait pas. Donc ils veulent un État. Et c'est pour ça qu'ils poussent les États membres à faire ce saut fédéral, où ça sera donc l'explosion. C'est un constat assez partagé, effectivement, qu'il faut une Europe qui soit plus fédérale. Mais est-ce que c'est possible d'y arriver? Est-ce que, par exemple, tout simplement, les chefs d'État qui se réunissent très régulièrement ici en sommet à Bruxelles, est-ce qu'ils vont accepter, est-ce que François Hollande va accepter de perdre une partie de la souveraineté de la France pour la laisser ici à Bruxelles?
il a le choix. Il peut être l'équivalent du général de Gaulle pour l'Union européenne ou l'équivalent de Paul Reynaud, le Premier ministre français qui a remis les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Voilà, c'est ça à peu près. C'est-à-dire que ce sera l'homme qui aura détruit l'euro et sans doute l'Union européenne ou l'homme qui l'aura sauvé. Donc pour moi, la question ne se pose pas en termes de est-ce que je vais accepter de donner un peu de ma souveraineté à l'Union européenne, un peu partagée. Ils n'ont pas le choix. Et Angela Merkel non plus, parce qu'Angela Merkel ne pourra pas laisser son nom comme étant la chancelière qui a détruit l'Europe. Elle apparaîtra, vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit, la comparaison a été faite par l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Joschka Fischer, qui a dit qu'actuellement la politique d'Angela Merkel était dramatique pour l'Europe et qu'elle risquait de laisser son nom dans l'histoire comme étant la chancelière qui avait détruit l'Europe, tout comme Hitler avait détruit l'Europe avant elle. Vous imaginez la dureté de la comparaison? C'est un Allemand qui l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à dire, comme elle le fait par exemple, moi j'accepterai éventuellement de payer pour les erreurs des voisins si je peux d'abord en amont contrôler ce qu'ils font. Ah bah, elle a raison, mais elle a raison 100%. C'est-à-dire que les Français rêvent d'une chose, ça serait d'avoir le code de la carte Visa des Allemands pour pouvoir dépenser librement. Et les Allemands disent non, on veut bien vous donner le code, mais dans ce cas-là, on va regarder ce que vous allez dépenser, qu'est-ce que vous achetez, quelles sont vos priorités, etc. Moi, je pense que les Allemands, dans cette affaire, ont raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'union budgétaire, d'union fiscale, un partage des dépenses et des dettes publiques sans contrôle politique et surtout sans démocratisation, parce que, encore une fois, les Français, quand ils entendent le mot fédération, ils entendent une espèce de super-État qui va tout contrôler à Bruxelles. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de répartir les compétences entre les différents États membres et le centre, donc Bruxelles, et d'instaurer de la démocratie, parce qu'actuellement, il faut bien voir que telle que fonctionne l'Union européenne, elle n'est pas démocratique. On a donné de plus en plus de pouvoir à la Commission européenne depuis 3 ans, mais sans aucun contrôle du Parlement européen sur la Commission ou du Parlement européen sur le Conseil des ministres. De même, les parlements nationaux n'ont absolument aucun contrôle sur le Conseil des ministres, parce qu'ils contrôlent un 27e du Conseil des ministres ou un 17e pour la zone euro. Donc il y a un vrai problème de démocratie. Les Allemands disent on ne peut pas continuer comme ça. Donc je pense que dans cette affaire, l'Allemagne a raison. C'est pour ça qu'ils disent pour que l'Europe soit plus démocratique, il faudrait éventuellement une élection au suffrage universel. Alors de qui? Du président du Conseil, du président de la Commission? Ça serait le même? Oui, alors l'idée, ça serait peut-être de fusionner les postes, parce qu'il y a trop de présidents en Europe. Je veux dire, ça devient... c'est l'Europe des présidents. Oui, c'est l'Europe des présidents. Pourquoi pas l'amicale de la pétanque, etc. Enfin, ça devient du délire. Donc ils ont raison, il faut fusionner les postes. Et c'est plutôt gentil de leur part, parce qu'ils ne sont pas pour l'élection, en réalité, pour l'élection du président de la Commission ou de la présidente de l'Europe au suffrage universel, parce que ce n'est pas leur tradition. Ils sont plutôt parlementaristes, mais ils veulent faire plaisir aux Français. Ils disent, ben voilà, on va vous donner un super président de la République européenne. En réalité, ce qui risque de se passer, c'est plutôt que le Parlement européen, on donnera le pouvoir au Parlement européen d'élire directement le président de la Commission et les membres de la Commission. C'est-à-dire que la Commission correspondra à une majorité au Parlement politique, au Parlement européen. Alors qu'aujourd'hui, les commissaires européens sont choisis par les gouvernements. Alors certes, ils passent ensuite devant le Parlement. Dernière question. C'est de la démocratie formelle, en réalité. Est-ce que vous pensez que, on parlait de cette Europe fédérale, est-ce que vous pensez que les peuples d'Europe, quand on voit quand même l'impopularité de Bruxelles, en France, mais dans d'autres pays d'Europe également, est-ce que vous pensez que les peuples européens sont prêts à accepter de donner encore une fois de la souveraineté ici à Bruxelles? C'est très curieux parce que les médias ou les hommes politiques parlent de l'impopularité de l'Europe. Et c'est à chaque fois curieux parce que d'abord, les citoyens ne votent pas pour des partis anti-européens, dans la plupart des pays. Je veux dire que partout, c'est des majorités pro-européennes qui sont au gouvernement. Et les sondages montrent que les gens sont pro-européens. Ils veulent garder l'euro, par exemple en France, à 75%. En Allemagne même, le nombre d'Allemands favorables à la monnaie unique ne fait que croître en dépit de la crise. Donc en fait, je pense qu'il y a un vrai sentiment européen. Si on dit aux gens, voilà, vous avez le choix entre le retour à l'État-nation ou une vraie intégration, une vraie fédération que vous pourrez contrôler démocratiquement, il faut leur poser la question. Je pense qu'ils répondront oui. Mais on n'échappera pas à des référendums à travers toute l'Europe pour demander aux gens est-ce que vous êtes prêts à faire ce saut? Et si les gens disent non, il faudra respecter leurs décisions et on reviendra au bon vieux État-nation, à l'équilibre des forces au sein de l'Europe. On aura toujours du travail, nous les journalistes, il faut quand même que vous le sachiez. Ce que vous nous dites, donc, c'est qu'il faut redonner, ou en tout cas donner la parole au peuple européen. Là, on n'a pas le choix. Merci beaucoup Jean Quatremer d'avoir accepté notre invitation. On va maintenant parler d'un autre sujet, le bisphénol A. Vous savez, c'était cette substance qui se trouvait dans les biberons et qui maintenant est interdite. Alors nous allons savoir ce que l'Europe a fait contre le bisphénol A. C'est une enquête qui est signée Clémentine Maligorne. Et ensuite, on retrouve Katia Gilder et son invité. Nous sommes dans la campagne belge, à quelques kilomètres de Liège.
Élise a accepté de nous ouvrir les placards de sa cuisine. Toute la vaisselle est en verre ou en inox, y compris le biberon du bébé. Et si cette petite fille est en pleine forme, sa jeune maman, elle, a eu dès la naissance de graves problèmes de santé. Je suis née avec une mamite. Donc une mamite, c'est un bébé qui a de la poitrine, avec du lait qui sort de la poitrine. C'est un peu choquant. Mais là, déjà, il y avait un trop plein d'hormones. Il y avait un déséquilibre. Et c'est vrai que ma maman avait beaucoup de produits en plastique. Elle cuisinait beaucoup là-dedans, elle conservait aussi beaucoup là-dedans. Et immanquablement, je me dis, on a été contaminés. Alors, pour ne pas reproduire les erreurs de sa mère, Élise s'est débarrassée de tous les objets en plastique susceptibles de contenir des aliments. À partir du moment où j'ai supprimé tout ça, eh bien, ma santé s'est améliorée. Car Élise a subi il y a 10 ans de graves dérèglements hormonaux au niveau de sa thyroïde. Si aujourd'hui elle est guérie, la jeune femme est convaincue d'être rescapée de cette molécule, le bisphénol A, qui sert à fabriquer des objets en plastique et qui peut contaminer les aliments et être ingurgité. Même si Élise pense avoir été intoxiquée, rien n'est prouvé. Si l'arrêt de l'utilisation de matières plastiques lui procure ce sentiment de guérison, etc., j'en suis très heureux. C'est vraiment quelque chose, tant mieux pour elle. Maintenant, je peux la rassurer ou rassurer ses proches qui continuent à utiliser des matières plastiques. Il n'y a aucun danger pour la santé humaine. Car pour ce porte-parole du syndicat du plastique, il s'agit plus d'une impression que d'une réalité. Si on trouve du bisphénol A dans les claviers d'ordinateur, dans les lunettes ou dans cette cloche à fromage, la molécule serait quasiment absente de ces contenants alimentaires. Les emballages qui sont là, dans l'usage de la vie courante, vous ne trouvez nulle part de bisphénol A, ni en matière première, ni... Ce sont des matières plastiques qui n'utilisent pas le bisphénol A en fabrication. Alors, fini le bisphénol A dans les emballages plastiques? Pas si sûr. En tout cas, pas pour Katia, consommatrice avertie qui arrive à en déceler comme dans cette bouteille de lait. Donc la numéro 7, c'est les polycarbonates avec BPA. Alors que c'est un lait bio. C'est un petit quelque chose qui m'énerve, qui m'agace. Donc je me suis dit, je vais en parler sur le blog. Allez, on commence. Cette militante de la première heure a décidé d'avertir le public sur ce qu'elle considère être un véritable risque pour la santé. Sur son blog, elle informe sur les dangers du bisphénol A. De simple consommatrice, elle a même monté sa boutique à Narbonne, où elle vend une gamme de contenants alimentaires sans perturbateurs endocriniens. Alors ça, ah oui, c'est pour les sandwichs. Voilà, c'est pour emballer les sandwichs ou les crêpes. C'est du plastique, mais sans BPA, sans phtalate, sans PVC. C'est du plastique numéro 4. Et ce n'est pas anecdotique. Pour Katia, le bisphénol A n'est pas sans danger. C'est pire comme poison. C'est carrément quelque chose qui est dans votre corps et qui va dire « Allez hop, maintenant on va synthétiser plus de cellules de la glande mammaire. Du coup, les petites filles vont avoir plus de poitrine. » Ou au contraire, hop, on va réduire la production de spermatozoïdes. Donc, c'est vraiment dangereux puisque ça leurre le système hormonal. De l'industriel ou du consommateur averti qui a raison. La réalité scientifique est encore difficile à établir. À Toulouse, les chercheurs de l'INRA font de multiples expérimentations sur des animaux. Ils ont mis à jour des relations de cause à effet, mais pour l'heure, aucune certitude sur l'impact du bisphénol A sur l'homme. Il y a de fortes suspicions à partir des preuves apportées chez l'animal. Toute la question reste posée définitivement pour la transposition à l'homme. Au regard de nombreuses études scientifiques publiées un peu partout dans le monde, l'Union européenne a choisi d'appliquer le principe de précaution pour les biberons, aux grandes dames des industriels. Il y a eu cette décision européenne d'interdire les biberons fabriqués à partir de polycarbonate, mais cette décision n'est absolument pas fondée sur des études scientifiques qui le démontrent. Encore une fois, l'Agence sanitaire européenne avait dit qu'il n'y avait pas de danger, et le dit toujours, il n'y a pas de danger à utiliser des biberons en polycarbonate. Mais pour Katia, qui a déjà déclaré la guerre au plastique, l'interdiction qui touche les biberons n'est pas suffisante. Pour elle, il faudrait élargir la liste des objets nocifs à proscrire. Un combat qui fait de plus en plus d'émules en France, mais aussi au-delà de nos frontières, notamment dans le nord de l'Europe.
Reportage signé Clémentine Maligorne avec Denis Iacono. Nous sommes avec Corinne Lepage. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet très sensible du bisphénol A. Vous êtes députée européenne, élue assidue ici et membre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Alors je vous ai vu beaucoup réagir pendant ce reportage. Finalement on entend deux sons de cloche. Les uns nous disent mais non, 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 il n'y a pas de risque. Et les autres nous disent si, si, regardez quels sont les effets sur ma santé. Qui croire? Qui a raison? Pour moi, je dirais que je suis absolument convaincue des effets du bisphénol A. L'ANSES en France, qui est notre agence sanitaire à nous, a reconnu qu'il y avait plus que de très fortes probabilités. Plus que ça, une étude américaine très récente met en lumière le fait que ce produit serait reprotoxique, c'est-à-dire que sur 4 générations, on va retrouver des effets du bisphénol A. Par voie de conséquence, je me réjouis que la France les proscrit dans les biberons. Je me réjouis que la Commission l'ait fait sur notre insistance et malgré l'attitude absolument incompréhensible de l'EFSA, mais je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Et je pense que ça doit être étendu de manière globale à tous les produits alimentaires. Vous dites qu'en l'absence de certitude scientifique, enfin on a quand même 95% des études, à en croire ce reportage, qui nous dit qu'il y a des raisons. Est-ce qu'il faut appliquer le principe de précaution? D'abord, premièrement, oui, bien sûr. Mais deuxièmement, en réalité, il faut bien voir qu'aujourd'hui, malheureusement, dans la plupart des cas, on n'applique pas le principe de précaution. Le principe de précaution, il joue aujourd'hui souvent, malheureusement, en faveur de l'industrie et en défaveur de la santé publique. Il faut être quand même très clair. Et plus on parle du principe de précaution, souvent, c'est moins on l'applique. Pour le bisphénol A, on ne peut pas faire autrement, j'allais dire, parce que toutes les études sont aujourd'hui à peu près concordantes et tout le monde est à peu près d'accord en ce qui concerne le bisphénol A. Mais il y a bien d'autres produits, notamment de perturbateurs endocriniens, sur lesquels il y a aujourd'hui beaucoup de débats. Vous savez, les phtalates, par exemple. Les phtalates, par exemple, le formaldéhyde, un certain nombre d'autres produits. Vous savez, il y a ce que l'on appelle les semeurs de doute, les marchands de doute. C'est-à-dire que les grands lobbies industriels ont mis en place un système qui est extrêmement efficace, qui consiste à trouver un certain nombre de scientifiques qui font des études pour dire qu'on n'est pas sûr que. Et alors que le « on n'est pas sûr que » devrait conduire au principe de précaution, le « on n'est pas sûr que » conduit exactement à l'inverse. Et c'est contre cela qu'il faut se battre parce qu'il faut bien comprendre que la santé publique, c'est d'abord un enjeu qui nous intéresse tous, mais au-delà de ça, ça a un coût énorme pour la collectivité. Lorsque nous sommes malades les uns et les autres. Et nous arrivons à un stade où, notamment en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, nous avons des problèmes qui touchent à l'espèce. Lorsque nous avons perdu 50% de la fertilité humaine en l'espace d'un demi-siècle, il y a peut-être une question à se poser. Vous lancez une alerte aujourd'hui très clairement, vous dites c'est très dangereux, il faut prendre des mesures. C'est très dangereux, je dis nous sommes en face d'un certain nombre de produits qu'on appelle les perturbateurs endocriniens et je suis rapporteur fictif sur un texte qui va venir sur ce sujet, dont nous avons toutes les raisons de penser qu'ils ont des impacts extrêmement lourds sur la santé humaine et sur la fertilité humaine. Et par voie de conséquence, il est plus qu'urgent non seulement de faire toutes les recherches nécessaires, mais dans l'attente de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires. Alors, sur la question des responsabilités, on a rencontré lors de ce reportage le président de l'association Réseau Environnement Santé qui alerte sur le bisphénol A. Je vous propose d'écouter la question qu'il a posée à la représentante des citoyens européennes que vous êtes. Écoutez. Pourquoi vous attendez? Pourquoi vous ne prenez pas vos responsabilités pour mettre fin à ce scandale de l'agence européenne, de l'EFSA, qui continue d'expliquer qu'il n'y a aucun problème avec le bisphénol, qui continue de reprendre mot pour mot les arguments de l'industrie des plastiques, alors que l'évidence scientifique est là, 95% de la littérature scientifique le dit. Et voilà une substance qui impacte la santé des enfants, mais des adultes et même sur plusieurs générations. Alors Corinne Lepage, répondez-lui, il a raison de mettre en cause l'agence européenne de sécurité alimentaire. Très simplement, André Cicolella, que je ne l'ai pas attendu avec un certain nombre d'autres, puisque moi, depuis 2 ans et demi où je suis députée européenne, je mène une véritable croisade, non pas contre l'EFSA, parce que nous avons besoin d'une agence d'expertise, mais contre les conflits d'intérêts et les dysfonctionnements de l'EFSA. Et cette année, c'est très important, le Parlement européen a refusé le quitus à l'EFSA, c'est-à-dire ne lui a pas donné quitus de ses comptes, précisément à cause des conflits d'intérêts que nous estimons
absolument inacceptable. Quand vous dites conflit d'intérêts, vous dites que cette agence ne rend pas ses avis en toute indépendance? Exactement. Je dis que nous avons assisté à un certain nombre de cas de figure absolument inacceptables, à commencer par Madame Banati, qui était présidente du conseil d'administration, que l'EFSA continue à accepter dans ses panels d'experts des experts qui appartiennent à l'ILSI, l'ILSI étant un organisme qui regroupe tout le lobby de l'agroalimentaire, et que la permanence de ces conflits d'intérêts a bien entendu une incidence sur les évaluations, sur les méthodes d'évaluation, sur ce que l'on recherche et ce que l'on ne recherche pas. En clair, vous dites que l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, est au service des lobbies, ne rend pas son... Je ne dis pas, j'emploierai pas des mots de manière aussi crue, mais il est tout à fait... de ne pas respecter sa mission. Je lui respecte de ne pas remplir sa mission, de ne pas nous mettre à même, nous-mêmes décideurs publics, parlementaires et exécutifs, d'avoir une véritable information fiable dont nous avons impérativement besoin. Je reproche à l'EFSA de refuser de respecter les demandes qui lui ont été faites par l'exécutif comme par les parlementaires, de changer ces méthodes de fonctionnement. Il y a des légers progrès qui sont faits, c'est notoirement insuffisant, ce qui fait qu'alors que nous avons besoin de plus en plus d'expertise indépendante, nous en avons de moins en moins. Est-ce que le Parlement européen, qui représente quand même les citoyens, a les moyens de faire que les choses changent face à... Les moyens que nous avons, ils sont modestes, vous savez, c'est le quitus, on l'a refusé. Et j'espère que cette année, nous voterons ce que j'avais proposé l'année dernière, c'est-à-dire une mise en réserve de 5% du budget de l'EFSA, c'est-à-dire qu'on bloque 5% de son budget jusqu'à ce qu'elle change ses méthodes de fonctionnement. Voilà, c'est les outils que nous avons pour montrer que nous sommes en profond désaccord avec la manière dont les choses se font sur le bisphénol A, comme sur l'aspartame, comme sur les OGM, comme sur toute une autre série de sujets. Ça pourrait être voté bientôt ? On en reparlera à la rentrée, oui, bien sûr. On se reverra sans doute d'ici à la rentrée. Merci beaucoup, Corinne Lepage, d'avoir été avec nous dans Europe Hebdo. On se retrouve pour la dernière fois à Strasbourg. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires.